Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Bonjour, bienvenue dans C'est bon pour la santé, le MAG, en compagnie du docteur Serge Rafale. Bonjour Serge. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. On a le plaisir de vous convier donc à ce nouveau numéro de C'est bon pour la santé, le MAG qui remplace Feu et Foi. Ben oui, tout change. Et c'est un double plaisir puisque vous allez pouvoir vivre une expérience singulière en vous glissant dans la tête et donc dans le fonctionnement cérébral de plusieurs personnalités issues d'horizons très divers grâce à notre invitée, Madame Sylvie Chocron. Bonjour Madame. Bonjour à tous les deux. Vous êtes neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS et à l'Université de Paris, créatrice en 2021 de l'Institut consacré au diagnostic et à la prise en charge des troubles visuels, spatiaux, attentionnels, cognitifs à la Fondation Rothschild. Et vous êtes auteur, après une journée dans le cerveau d'Anna aux éditions Erol en 2020, de Dans le cerveau de, voilà, aux presses de la Cité, ouvrage pour lequel, vous êtes notre invité aujourd'hui. C'est l'heure du grand entretien de C'est bon pour la santé, le MAG, avec le docteur Rafale. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. Madame Chocron, bonjour. J'étais impatient et je suis heureux de vous rencontrer, de pouvoir discuter de cet ouvrage qui permet de comprendre le fonctionnement du cerveau à travers les entretiens que vous avez initiés avec 16 personnalités fort différentes, venant de domaines d'activité ou d'excellence très hétérogènes. Cette confrontation de leurs témoignages et de votre expertise en matière de neurosciences est particulièrement originale, surprenante et parfois même inconcevable, dites-vous. Mais faute de temps et à contre-cœur, j'ai opéré un choix arbitraire, laissant toutefois nos auditeurs le plaisir de découvrir l'ensemble. Je vais développer avec vous, je pense, 3 chapitres. J'en laisserai un à Nicolas, un au docteur Mitz, qui nous rejoindra pour la deuxième partie de notre magazine. Alors, vous êtes une des scientifiques les plus à même de dévoiler les arcanes de notre système nerveux central et le fonctionnement du cerveau. On va donc partir à la découverte de certaines fonctions de notre cerveau avec, je pense, le meilleur des guides. Alors d'emblée, nous devons comprendre qu'il y a un monde entre le fonctionnement spécifique d'un cerveau et celui de chaque individu. Mais oui, tout à fait. Alors vous savez qu'aujourd'hui, de la même manière qu'on parle de biodiversité, on parle aussi de neurodiversité. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un gradient vraiment de fonctionnement. Ce concept, il est venu d'Amérique du Nord, il est venu des sujets qui ont un trouble autistique et qui voyaient d'un mauvais œil finalement qu'on considère l'autisme comme un syndrome, comme une maladie. Et donc c'est eux qui ont amené le concept de neurodiversité, de neurodivergence, en expliquant que finalement chaque cerveau est unique, chaque cerveau fonctionne différemment. Alors évidemment, il y a des universels. Évidemment, notre cerveau est conçu de la même manière. Évidemment, globalement, nous percevons les mêmes choses. Mais malgré tout, l'histoire spécifique de chaque cerveau fait que chaque cerveau a un fonctionnement particulier. Et c'est vrai que dans ce livre, à l'heure où tout le monde s'inquiète de l'intelligence artificielle, de notre cerveau remplacé par un cerveau artificiel, par un robot, moi, j'ai eu envie de revenir à des histoires particulières pour nous éclairer justement et nous inspirer sur la façon dont notre cerveau peut fonctionner. Alors j'ai choisi 3 chapitres. Je vais peut-être commencer. J'avais envie de démarrer par l'optimisme, on le fera tout à l'heure. On va peut-être parler de la motivation, parce que j'ai été frappé récemment par le départ de Rafael Nadal, dont je me suis toujours demandé quelle pouvait être la motivation pour gagner 14 Roland-Garros d'affilée. Alors vous avez raison, la motivation, c'est un des sujets dont les neurosciences se sont emparées ces 20 dernières années. Et finalement, les neurosciences définissent la motivation comme un calcul permanent de notre cerveau, du coût qui est nécessaire pour effectuer une tâche et du bénéfice que ça va nous rapporter de faire cette tâche, de l'accomplir. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a eu énormément de travaux ces dernières années qui ont essayé de comprendre ce qui se passait dans notre cerveau justement quand on était motivé et pourquoi certains étaient motivés, comme vous le dites, par certaines tâches et d'autres pas.
Et les résultats sont assez intéressants parce que donc dans ce livre, j'ai eu un entretien avec Edgar Gros-Piron, qui est un champion olympique, qui Plusieurs est fois champion du monde, bien sûr. bien sûr, et qui consacre d'ailleurs maintenant sa nouvelle carrière À enseigner à la enseigner motivation. la motivation et la persévérance. Ce qui est très, très intéressant dans le cas d'Edgar Gros-Piron et qui rejoint justement les données neuroscientifiques, c'est qu'on n'a pas dans notre cerveau une région de la motivation. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. On n'a pas certaines personnes qui auraient cette région hyper développée et qui seraient très motivées, et puis d'autres qui n'auraient pas cette capacité à être motivées. Pas du tout. Et il n'y a pas une On- région qui va se développer. Je pense à l'exemple des chauffeurs de taxi londoniens qui Alors, ont une aire très ça, très... c'est pour la mémoire, effectivement. Pour la mémoire, les chauffeurs de taxi vont développer une région particulière Mais, qui concerne la mémoire spatiale. Mais pour la motivation, mais c'est pas Raphaël comme ça. Nadal n'a pas une zone de la motivation. Pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est un circuit, tout un réseau d'air qui vont s'activer. Et surtout, ce qui est très intéressant, et c'est sans doute vrai dans le cas de Nadal, comme dans le cas d'Edgar Gros-Piron, c'est que vous pouvez avoir une immense motivation dans un domaine, mais que ça ne va pas Mais s'appliquer à pour tous les domaines. l'école, vous expliquez que Exactement. pour Edgar Gros-Piron, l'école, Exactement. c'est un enfer. L'école a été très compliquée pour lui et un jour, alors qu'il est encore très jeune, mais pas si jeune non plus, hein, il a 10 ans, 10-12 ans, ses parents vont lui proposer de s'investir plus dans le ski en lui disant « mais attention, si tu vas vers le ski, il faut vraiment que tu sois compétitif ». Et tout d'un coup, il va découvrir que c'est pas seulement le ski qui lui permet de gagner en motivation, c'est à la fois, bien sûr, la technique, mais d'abord, il commence avec le ski alpin, il se dit « ah non, ça, c'est pas pour moi ». Il va inventer la discipline de ski de boss parce que dans cette discipline, il y a aussi un côté artistique, il y a un côté créatif, il y a le regard des gens, il y a les juges qui vont juger vos figures. Et donc, il y a tout un ensemble de facteurs qui sont réunis et qui vont faire qu'il va pouvoir développer sa motivation dans ce domaine-là. Et il va découvrir, alors pendant donc des années, il va vraiment être le champion qu'on connaît. Et puis tout d'un coup, à la fin de sa carrière, il va découvrir que par le biais de ses compétences en ski, il a réussi à développer des compétences sur le plan cognitif qu'il ignorait. C'est-à-dire que au moment où il s'investit dans le ski, il a énormément de mal à l'école, il est très mauvais en orthographe, lire c'est compliqué, mémoriser les leçons c'est très compliqué. Il fait Et sa carrière. Coup de baguette magique, d'un seul coup, il est capable de le Il faire. finit sa carrière. Et là, il se rend compte, on lui demande de faire des conférences pour des chefs d'entreprise. Et là, il se rend compte que c'est comme s'il avait acquis des compétences sur le plan cognitif en passant par le corps et finalement en investissant toute son énergie et sa motivation dans le ski, alors qu'il y a eu une espèce de transfert de ses compétences dans le domaine cognitif. Vous pouvez nous dire un mot sur la mémoire intrinsèque et la mémoire extrinsèque? Alors, plutôt la motivation intrinsèque La motivation, et la motivation extrinsèque, bien sûr. Donc, en J'étais fait, encore avec mes chauffeurs londoniens. oui, c'est ça. En fait, il faut imaginer que la motivation, donc je vous l'ai dit, c'est pas une fonction unique qui est localisée dans une région cérébrale. Et il y a finalement, il y a plusieurs moteurs à cette motivation. Vous pouvez être motivé, vous, intrinsèquement, c'est-à-dire que vous avez décidé que vous alliez faire cela pour vous, et vous avez une C'est espèce... l'envie de se dépasser, c'est ce que vous dites? Voilà, c'est une envie qui vient de vous. Il n'y a pas de récompense forcément à l'extérieur. Vous avez envie, vous, de vous prouver que vous pouvez faire cette chose-là. Et donc, ça va quelque part booster vos capacités et votre cerveau pour y arriver. Et puis, il y a la motivation qui vient de l'extérieur. C'est la récompense? Qui est la récompense, qui est la valorisation de vos parents, des enseignants, du public. Et donc, ces deux mécanismes sont assez distincts. Et évidemment, chez les champions, on imagine qu'on a les deux, c'est-à-dire qu'il y a l'envie de se dépasser, plus le bénéfice qu'on retire des attentes des gens qu'on a en face de nous. Et donc, peut-être que le summum de la motivation, c'est quand ces deux aspects-là vont finalement s'associer et vous permettre à la fois, vous, de ne pas lâcher, d'avoir une motivation personnelle, et à la fois de bénéficier de la motivation des gens qui sont autour de vous et qui ont des attentes. Parce que là, il y a quelque chose qui est extrêmement important et qu'il faut que les gens sachent, c'est que notre cerveau, il a une fâcheuse tendance à se conformer aux attentes des autres. C'est-à-dire qu'il y a eu des expériences dans les années 70 qui ont montré que si quelqu'un, un chercheur, rentre dans une classe et dit au professeur de la classe, vous voyez, ces 3 élèves-là, franchement, il n'y a rien à faire.
Il y a rien à en tirer. Voilà, vous pouvez mettre toute l'énergie que vous voulez, ces 3-là. Je vous assure qu'à la fin de l'année, ce sera les 3 derniers. Par contre, ces 3-là, vous voyez, alors là, pour le coup, vous pouvez y aller, parce que alors là, c'est le moteur de la classe, c'est la tête de classe, c'est les meilleurs élèves. Évidemment, le chercheur, il a choisi ses élèves au hasard. Et à la fin de l'année, les 3 qui ont été piochés au hasard comme étant les meilleurs seront les meilleurs, et les 3 qui ont été choisis comme étant les derniers seront les derniers. C'est-à-dire que notre cerveau, il se conforme aux attentes que les autres ont de nous. Vous insistez beaucoup sur l'importance, alors je l'ai trouvé dans plusieurs chapitres, on l'avait eu avec des cardiologues, on l'avait eu avec d'autres spécialistes, et on voit l'importance de l'activité physique sur les performances cognitives. Alors, vous avez tout à fait raison. Donc, la sédentarité, c'est un mal du siècle qui alerte aussi bien les cardiologues que toutes les professions médicales. Et figurez-vous que c'est vrai pour le cerveau aussi, puisque en fait, on a longtemps pensé que pour activer notre cerveau, il fallait faire des tâches dites cognitives, c'est-à-dire retenir la liste des courses par cœur, faire des sudoku, des mots croisés, des tâches intellectuelles. Non, Et faut on s'est rendu bouger. compte que quand on bouge, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On irrigue encore plus notre cerveau, on envoie du sang vers notre cerveau, on améliore la circulation sanguine cérébrale, qui finalement améliore l'activité cérébrale et donc les processus cognitifs. Et donc, ce qu'on conseille aujourd'hui, si on veut lutter contre le déclin cognitif, c'est à la fois de bouger, mais à la fois d'y associer des tâches intellectuelles. Donc, par exemple, si vous faites du vélo d'appartement et qu'en même temps vous regardez un documentaire passionnant, ou qu'en même temps vous lisez quelque chose, ou que vous écoutez une émission comme la vôtre, qui est très instructive, Steve. du coup, vous allez booster doublement votre cerveau, parce que vous avez l'activité physique et l'activité intellectuelle. Alors, on a parlé là d'un champion. Je voudrais qu'on dise un mot. Vous avez interrogé un journaliste, là, François Saltiel, sur l'optimisme. Et dès les premières lignes de ce chapitre, j'ai parfaitement reconnu ma fille qui pense toujours qu'elle va garer sa voiture non pas devant, mais quasiment dans le théâtre ou le resto, alors que je reste, moi, plutôt à 2 ou 3 stations de métro. Elle pense, j'ai presque envie de dire, elle sait qu'elle va trouver Exactement. sa place devant. Et c'est ce que vous dites. C'est comme ça qu'a commencé. Saltiel. Exactement, c'est comme ça qu'a commencé mon entretien avec François Saltiel. Il m'explique que sa philosophie de vie, c'est se garer devant. Et donc je l'écoute, mais me raconter que depuis toujours, il considère qu'effectivement, s'il va quelque part, c'est normal qu'il se gare devant, et donc il va provoquer les situations où ça va se passer comme ça. Alors, c'est pas uniquement vrai pour se garer devant, c'est-à-dire qu'il considère que la vie est faite d'événements qui auront une résolution positive. Comme Monsieur Duss, il est sur son télésiège, il Exactement, perd son portable et il n'est exactement. pas du tout angoissé, il sait qu'il va le retrouver. Exactement. Et donc, il est sur son télésiège, il fait tomber son téléphone au milieu de nulle part, mais il s'inquiète pas du tout. Et à ce moment-là, il voit un skieur hors piste qui descend, qui voit le téléphone tomber, qui le récupère et qui va le déposer à la cabine du perchiste. Mais pour François Saltiel, la vie, c'est ça. C'est fait d'événements où il va prendre des risques contrôlés, mais finalement, ces risques vont lui permettre de vérifier son hypothèse que tout se termine toujours bien. Et pourquoi est-ce que ça m'a intéressé, cet entretien avec lui? Parce que les recherches en neurosciences récentes, elles se sont interrogées sur comment on fait dans notre cerveau pour être optimiste. Est-ce qu'on est optimiste? Est-ce que c'est génétiquement programmé? Est-ce qu'il Est-ce y a qu'on une apprend? zone Est-ce qu'il y a une région de l'optimisme? Et ce que finalement les chercheurs ont découvert, c'est que la part génétique, elle est assez faible, que finalement ce qui compte le plus, c'est effectivement ce qu'on vit, c'est notre vécu. Donc François Saltiel, il a raison de se mettre dans des situations qui vont se terminer bien la plupart du temps, parce que c'est comme ça qu'on devient optimiste. Et ce que les chercheurs montrent, c'est qu'effectivement, quand on est optimiste, on active une région dans notre cerveau qui est tout près de la région du bonheur, d'ailleurs, et qui est une région qui nous permet finalement de voir la vie en rose, en quelque sorte. Et cette région, plus on s'entraîne à être positif, plus elle se développe. Alors, Dieu sait que moi, je ne suis pas du tout dans le champ du développement personnel, pas du tout. Mais il se trouve qu'il y a des recherches très sérieuses qui ont montré que si on demande à des personnes d'évoquer des événements positifs, à un autre groupe de personnes d'évoquer des événements plutôt tristes,
et à un autre groupe d'évoquer des événements neutres, ni gays ni tristes, il se trouve que ceux qui ont évoqué le plus d'événements heureux sont ceux qui, dans les semaines qui viennent, vont vivre véritablement plus d'événements heureux. Et figurez-vous qu'en plus, non seulement ça a un effet donc sur leur morale, mais en plus de ça, ça aurait un effet protecteur, même physiquement, puisque les personnes qui se seront entraînées à évoquer des événements heureux ont moins de risques de tomber malades. Et donc, il y a une force de l'optimisme dans sa pratique, dans son vécu, qui fait que l'optimisme entretient l'optimisme, puisque l'optimisme est pourvoyeur finalement d'expériences positives. Vous avez une formule, Nicolas, pour l'optimisme et le pessimisme? Il y en a plusieurs, mais il y en a une première que j'aime bien, c'est quand tu penses qu'il n'y a plus aucun espoir, pense au homard qui se trouvait dans l'aquarium du Titanic. Que va-t-il se passer dans cet aquarium? Il va se briser et les homards sont libérés. Non, je pense que vous faites allusion à la phrase « les optimistes et les pessimistes » que j'aime beaucoup. C'est une conversation entre... Il y en a trois peut-être. Alors, il y en a beaucoup, mais on va en faire qu'une. C'est un pessimiste et un optimiste qui discutent. Le pessimiste dit « ça ne peut pas être pire ». L'optimiste lui répond « mais si ». Alors, de l'optimisme au pessimisme à la résilience, j'aimerais qu'on dise un mot, Madame Choqueron. Vous citez Mandela, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Alors, pourquoi certains résistent-ils mieux que d'autres aux épreuves? Qu'est-ce que la résilience d'un point de vue cognitif? Mais oui, alors vous avez raison, la résilience a été très étudiée d'un point de vue psychologique, et on connaît tous les travaux de Boris Cyrulnik et sa définition même de la résilience. Mais ces dernières années, la résilience est aussi étudiée d'un point de vue cérébral. Et finalement, on s'est rendu compte que les personnes les plus résilientes sont celles qui sont capables de ne pas rester figées sur l'événement traumatique ou négatif qui leur est arrivé, mais qui ont ce qu'on pourrait appeler une flexibilité émotionnelle. C'est-à-dire que s'il m'arrive quelque chose de négatif et que toute la journée je me dis « Oh, c'est incroyable, j'aurais pu mourir, c'est incroyable, j'aurais pu mourir, c'est incroyable ce qui m'est arrivé, c'est incroyable », finalement, je ne vais pas laisser mon cerveau être flexible et changer... Et sortir de cette situation pour aller s'impliquer dans d'autres situations beaucoup plus positives. L'exemple que vous donnez dans votre ouvrage, vous vouliez lui rendre hommage. Oui, je voulais rendre hommage à Nathan Diamant, qui est ce monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer de manière totalement fortuite, parce qu'on était dans un TGV ensemble. Et on allait, on était voisins de siège et on allait tous les deux à Bruxelles. Et on s'est mis à discuter et il m'a raconté qu'il était belge d'origine, qu'il habitait en Israël actuellement et qu'il allait rencontrer la famille belge non juive qu'il avait cachée, les descendants de ce couple qu'il avait caché pendant la guerre, qui a été évidemment qui a été reconnu comme un couple, comme une famille de justes. De justes, oui, bien sûr. Et donc on a beaucoup discuté parce que ce qui m'a frappé, c'est d'emblée, il m'a dit que ces premières années où il a été caché. Vous racontez la scène. Il a été caché à partir de 4 ans. Et donc sa maman le laisse sur le quai et elle lui dit ne pleure pas, tu vas voir, nous nous retrouverons. Et donc d'emblée, elle lui dit que des gens vont s'occuper très bien de lui. Elle le laisse à une dame qui le dépose dans le train, qui le laisse à une autre dame, qui elle-même va l'amener dans cette famille. Et il se retrouve dans cette famille. Donc il a 4 ans, il est séparé de ses parents, de ses frères. Et il est capable de me dire, donc 80 ans après, que ces années sont quasiment les plus belles de sa vie. C'est ce qu'il vous dit. Et donc du coup, évidemment, moi qui m'intéresse à tous ces processus... on commence à discuter, on se donne rendez-vous pour parler de ça. Et il m'explique que finalement, pendant toutes ces années où il a été caché, cette famille n'a pas fait table rase de ses parents biologiques. Il avait des photos qui étaient cachées dans son lit, qu'il avait le droit de regarder, de ses parents. Il a été choyé par cette famille et il a finalement surmonté cette période de séparation. Et ce qui l'a fait tenir, c'est justement tout cet amour qui lui a été donné, mais aussi le souvenir de ses parents qui l'attendaient, qui avaient confiance dans la vie, qui avaient confiance en lui. Et d'ailleurs, ses parents ont survécu aussi parce qu'ils avaient la possibilité de se dire que les enfants étaient choyés, qu'on s'occupait bien d'eux et qu'ils allaient les retrouver après. Et finalement, tout au cours de la discussion, je découvre que Nathan Diamant, il a cette capacité à finalement
rebondir à chaque fois de ces situations et ne pas rester fixé sur l'aspect traumatique, négatif, mais ne voir que les aspects positifs de tout ce qui va lui arriver. Et c'est cette flexibilité au niveau émotionnel qui finalement serait le moteur de la résilience au niveau cérébral. Vous dites chaque épreuve les rend plus positifs et plus Exactement, forts. exactement. Des études de neurosciences ont été consacrées, parce que tout à l'heure on Mais cherchait la zone de la résilience. Tout à fait. Et finalement, on a dans notre cerveau, à l'avant du cerveau, ces régions qu'on appelle frontales, qui sont les régions les plus élaborées, qui sont les régions qui nous permettent de raisonner, d'avoir du jugement critique, d'être adaptés socialement. Et ce sont ces régions qui permettent aux gens, finalement, de ne pas rester fixés, attachés à l'événement traumatique, mais qui leur permettent de rebondir et d'aller chercher dans toutes les situations auxquelles ils sont confrontés les éléments positifs. Et figurez-vous qu'actuellement, il y a des recherches qui portent sur les survivants des attentats du 13 novembre, du Bataclan. Et ces recherches montrent également que ce qui a permis aux survivants du Bataclan et du 13 novembre de se remobiliser, ce sont ces mêmes régions dans le cortex frontal qui vont permettre finalement de réanalyser les situations différemment et de ne pas rester fixé sur l'événement traumatique. Il y a un circuit de la récompense, il y a un circuit de la régulation des émotions. Exactement. Qui est en partie dans ce cortex frontal et qui va nous permettre finalement de continuer à envisager la vie sous son jour positif et pas uniquement sous son aspect négatif. Et de nouveau apparaît l'importance de l'activité physique pour affronter des situations stressantes. Mais oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans ces recherches qui sont menées actuellement, en particulier, ça se passe dans un laboratoire de recherche à Caen, où ils suivent cette cohorte qui s'appelle Remember, qui est cette cohorte de sujets qui ont survécu vraiment de près aux attentats. On se rend compte que finalement, c'est les activités, en particulier les activités de loisirs, qui vont permettre aux gens de surmonter en partie ces événements traumatiques. On arrive, Madame Chocron, ça va vraiment trop vite. Comme de plus en plus Nicolas. vite, ça passe trop vite. Trop vite, 20 minutes. C'est très frustrant de ne pas... C'est très frustrant de ne pas découvrir vos 16 interlocuteurs, mais bien évidemment, là, nos auditeurs pourront les retrouver dans votre ouvrage. Et on continue, on va continuer d'en parler en deuxième partie. Mais quel dommage quand même que ce monsieur Nathan Diamant se soit rendu à Bruxelles et non pas à Anvers, où là, avec le nom qu'il porte, à Anvers, il aurait cartonné avec un nom pareil. Qu'est-ce que nous fait Serge Surpin du côté de la réalisation? Mais c'est la musique du cerveau, la bande originale du cerveau. Et alors, Madame Chocron, en deuxième partie, on se retrouve dans quelques instants. On a un invité très spécial, en plus de Vladimir Mitz. Marcel Proust sera avec nous. Eh oui, je l'ai eu tout à l'heure sur WhatsApp. Il va passer dans le studio. Marcel, à tout de suite. Marcel Proust sera avec nous pour cette deuxième partie à la musique du cerveau. Bravo, Henri Verneuil, Bébel et Bourvil. À tout de suite. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Radio J. C'est bon pour la santé, et oui, le magazine de la santé sur Radio J, on est ravis, docteur Serge Rafale, voilà, de se balader dans plein de cerveaux différents grâce à Sylvie Chocron, neuropsychologue, voilà, de cet ouvrage paru aux presses de la Cité. C'est le petit papier, voilà, de la maison d'édition qui s'en va. Dans le cerveau, et bien de ces 18 personnalités, 16 personnalités. Cerveau vaste, on l'a compris, voilà, on s'est baladé en première partie. Pour ceux qui nous rejoignent pour cette seconde partie, eh bien nous parlons de la souplesse, de la diversité. Nous ne sommes pas tous égaux avec les mêmes fonctionnalités de cerveau, et nous ne sommes pas tous récipiendaires d'une forme à la fois c'est ce qu'on a évoqué en première partie, de résilience, de motivation, je fais un petit résumé, et puis également d'optimisme, voilà, d'optimisme et donc de pessimisme.
Un petit mot peut-être pour démarrer cette deuxième partie, parce qu'il y a un entretien avec, j'espère que je vais bien le prononcer, avec Françoise Vuillemard, Oui. traductrice de Stefan Zweig. Et c'est un entretien absolument passionnant, puisqu'on j'avais reçu ici la traductrice de Philippe Roth, José D'accord. Camoun. Et c'est vrai que vous répondez dans ce livre aux questions que j'aurais peut-être aimé poser à José Camoun et que je me suis posé en particulier, ce qui se joue dans le cerveau du traducteur. Il y a une neuroplasticité, les traductions sont différentes les unes des autres, to be or not to be, être ou ne pas être. Telle ou c'est la question, c'est pas complètement la même traduction. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de la Vous personne avez qui tout à fait traduit? raison. Ce chapitre est fascinant. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, enfin, moi, j'avais un certain nombre de questions aussi en tant que neuroscientifique. Et la question de la traduction, du bilinguisme, c'était On aussi va une en parler, question. ouais, du bilinguisme. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Madame Vuillemard dans le même wagon que Nathan Diamant. On était tous les trois. Vous Et lisiez tous les trois Zweig. Mais exactement. On lisait tous les trois Stefan Zweig. Et c'est comme ça qu'a commencé la discussion. Parce que Françoise Vuillemard nous a dit, moi je suis la traductrice officielle de Zweig, elle a regardé nos livres, elle nous a dit, vous avez des livres qui ont été traduits par un autre traducteur, et voilà, et la situation était improbable, et moi je leur ai raconté que j'écrivais ce livre à ce moment-là, et ils ont tous les deux accepté d'être un chapitre passionnant tous les deux. Et moi, j'ai découvert cette question que je me posais. Donc, quand finalement un traducteur traduit, alors déjà, il faut être clair sur les termes. Un traducteur n'est pas un interprète. Ce qui se passe à l'oral n'est pas ce qui se passe à l'écrit. Et donc, pour Françoise Vuillemard, qui elle est traductrice à l'écrit, c'est vraiment un travail d'écriture. Et donc, ce qu'elle m'explique très bien, c'est que elle va s'imprégner du texte de l'auteur qu'elle va traduire. Et elle va dormir avec ce texte, elle va vivre toute la journée avec ce texte, elle se réveille le matin avec le terme précis parce que toute la nuit, son cerveau y a pensé. Et finalement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle active les régions vraiment du langage et elle réécrit, elle est auteure du livre de la même manière que l'auteur initial a écrit son livre. Et donc, et elle explique très bien qu'elle est tellement l'auteur de cette nouvelle version dans une autre langue qu'il y a un processus d'identification à l'auteur et que traduire par exemple un récit, et c'est ce qu'elle a fait, d'une femme qui a été violée, qui raconte toutes les violences sexuelles, c'est une tâche extrêmement difficile moralement parce qu'elle vit véritablement, elle écrit à la première personne et elle revit ce qu'a vécu vraiment l'écrivain dans sa vraie vie, quoi. Et donc, moi, j'ai profité de ce chapitre pour aussi expliquer tous les phénomènes, comme vous le disiez, de plasticité cérébrale. C'est-à-dire que notre cerveau n'est pas un organe qui est figé, qui est dans un état fini, qui est stable, qui ne bougera plus, pas du tout. Il évolue en Notre permanence. cerveau Il évolue bouge en permanence. Exactement, il évolue en permanence, il se transforme en permanence. Et on sait d'ailleurs que l'apprentissage des langues, c'est un facteur de plasticité cérébrale. Notre cerveau va se réorganiser, et en particulier chez les traducteurs qui vont avoir dans la même région que leur langue maternelle les langues qu'ils traduisent, qui sont des langues dans lesquelles ils pensent, dans lesquelles ils rêvent, qui ont la même place que leur langue maternelle. Alors, puisque vous tendez la perche sur le bilinguisme, la moitié de la population mondiale bilingue, 10 des 41 pays européens le sont officiellement. Oui. Et il est étudié le bilinguisme en IRM à présent. Qu'est-ce qu'on y apprend? Qu'est-ce que ça signifie? En fait, moi qui ne suis pas bilingue, mais qui ai appris des langues étrangères, comme sans doute beaucoup de personnes qui nous écoutent, j'ai ma langue maternelle qui est plutôt localisée dans mon hémisphère gauche, et j'ai les langues que j'ai apprises qui sont plutôt localisées dans mon hémisphère droit, qui est pas l'hémisphère dominant pour le langage. C'est d'ailleurs pour ça sans doute que je suis pas aussi efficiente dans les deux langues. Mais les gens qui sont parfaitement bilingues, ils ont dans leur hémisphère gauche leur langue maternelle et les langues et une partie des langues qu'ils ont appris et qu'ils maîtrisent quasiment aussi bien que la notion de bilinguisme parfait, elle est discutée, mais qui maîtrisent parfaitement bien ces langues. Et donc finalement, leur hémisphère gauche qui gère leur langue maternelle a pris en charge ces langues qu'ils ont apprises à un point où ils les parlent de manière quasiment aussi spontanée que leur langue maternelle. Donc il y a une réorganisation cérébrale qui dépend
de l'âge auquel vous êtes devenu bilingue, de la maîtrise que vous avez de Que cette penser langue. des gens qui ont du mal à s'y mettre s'ils n'ont pas baigné là-dedans, dans ce bain C'est tout à fait normal maternel. parce que quand vous allez vous y mettre, plus vous vous y mettez tardivement et moins l'apprentissage est intensif, plus vous faites ça avec votre hémisphère droit qui n'est pas l'hémisphère du langage. Et vous ne pouvez pas lui demander de vous fournir des compétences aussi élevées que si c'était votre hémisphère gauche qui s'activait, comme si vous aviez appris dès la naissance, vous aviez baigné dans plusieurs bains linguistiques. Est-ce que C'est la raison pour laquelle nos parents avaient un accent à couper au couteau. Dont ils ont eu du mal à se défaire, même s'ils étaient dans un autre milieu, bien sûr. Je ne sais pas si la France est dans les 10 pays, des 41 pays européens, mais on est réputé quand même pour être assez catastrophique sur Alors attention, parce que là, quand on parle des pays bilingues, on parle des pays qui sont multilingues par essence. C'est-à-dire que par exemple en Belgique, il y a plusieurs langues par essence. Donc ils sont d'emblée bilingues quasiment. Donc nous, en France, il y a des enfants qui grandissent dans deux cultures et qui ont peu cher, ça va pas faire plaisir à personne qui nous écoute à Radio J Marseille, là, ce que vous êtes en train de dire. Pourquoi ? Parce que peu cher, c'est la langue méridionale de Marseille, ils nous écoutent là-bas aussi. Voilà, il y a plusieurs langues en France. Voilà, alors c'est pas vraiment, on va pas rentrer dans la linguistique, c'est pas vraiment une langue au sens propre, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pays qui d'emblée ont plusieurs langues officiellement inscrites dans leur patrimoine. Alors, je voudrais poser deux questions que j'ai Bien appris sûr. dans votre livre. Alors, vous dites qu'en fait, le bilinguisme protège des problèmes cognitifs. Alors, le bilinguisme, c'est en une amenant forme... plus d'attention, notamment de concentration. Et c'est une forme de stimulation cérébrale, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si, dès la naissance, vous bénéficiez d'une éducation plus importante. Donc, votre cerveau est plus stimulé, en quelque sorte. Et puis, vous savez, chez les bilingues, il y a ce contrôle permanent de savoir, vous savez, les enfants, c'est extrêmement impressionnant, les petits, ils ont deux parents qui parlent deux langues. Un des parents leur parle dans une langue, ils répondent dans la bonne langue, l'autre dans l'autre langue, ils répondent dans la bonne langue. Ça veut dire que d'emblée, leur cerveau doit trier à qui il parle cette langue et à qui il parle cette autre langue. Pareil pour l'école et la maison. Et donc finalement, c'est une forme de stimulation et d'apprentissage du contrôle de ses capacités. Et tout ce qui stimule notre cerveau, tout ce qui développe nos capacités de contrôle, protège ses capacités. Donc c'est une façon de surentraîner son cerveau. Voilà pourquoi il y a plein de bénéfices sur le plan cognitif, autres que pour le langage, chez les bilingues. Vous disiez tout à l'heure, Madame Choqueron, se mettre dans la peau de l'autre. C'est amusant, Nicolas parlait de José Camoun qui traduisait Roth, Madame Vuillard Qui traduit Zweig. Zweig. Ces dames traduisent des messieurs. Exactement. Alors, c'est d'ailleurs un sujet que j'ai abordé avec elle. Et elle dit très bien que quand elle traduit un homme, elle pense comme lui. C'est-à-dire que vraiment, elle va essayer d'être au plus près de ce qu'elle perçoit de l'auteur, mais en même temps avec sa propre personnalité. Et elle m'expliquait justement quand on était dans le train, elle me disait, le traducteur qui a traduit votre version, en fait, il n'évoque jamais les émotions chez Zweig, qui pourtant est un être qui manipule énormément d'émotions. Et elle dit, moi, je me fais fort de traduire les émotions de Stefan Zweig, ce que vous ne trouverez pas dans d'autres traductions. Alors, c'est un mélange entre les qualités de l'auteur et les qualités du traducteur. Ça donne une nouvelle personne qui émerge et qui vous donne à lire sa traduction. C'est quelque part un auteur. Exactement. Le cerveau est complexe, le cerveau est vaste. Un jour, Claude Lemel, l'un des plus grands fournisseurs de chansons françaises, passez-moi l'expression, il en a écrit à peu près 3000, 4000 pour les plus grands Fugain, etc., me disait, l'inspiration, ça n'existe pas. L'inspiration, où se niche-t-elle dans le cerveau? Où est-ce qu'on va la chercher, l'inspiration? Est-ce que pour vous, elle existe? Alors, je ne dirais pas qu'elle n'existe pas, parce que maintenant, il y a plein de travaux sur la créativité. Lui, il disait, c'est le travail, l'inspiration, ça ne tombe pas comme ça du ciel. Alors, il avait raison en cela que la contrainte aide à créer. Et donc, il avait raison, le travail aide à créer. La contrainte, si vous contraignez un artiste, vous allez l'aider à créer. Si vous lui dites exactement, plus vous lui donnez de contraintes, plus ça va libérer la créativité. Mais maintenant, on sait qu'il y a un réseau de la créativité. Ce n'est pas une région, c'est plusieurs régions. Et ce qui est très intéressant,
c'est que ce réseau qui permet de créer, finalement, il partage des régions cérébrales avec des régions très sérieuses de résolution de problèmes, d'attention. Et donc, c'est pas comme si dans notre cerveau, on avait d'un côté les régions qui sont impliquées dans des tâches sérieuses et de l'autre côté, celles qui sont impliquées dans la créativité. Pas du tout. Créer, c'est résoudre un problème en soi. Et donc, finalement, c'est normal que ça implique des régions cérébrales qui sont concernées par la résolution de problèmes, comme lorsque vous essayez de résoudre un problème mathématique, par exemple. Et donc, il faut arrêter d'opposer la créativité et l'intelligence, ou la créativité et les raisonnements, ou la créativité et le jugement critique, parce qu'on a décrit chez les artistes plusieurs phases dans le processus créatif où ils activent leur capacité attentionnelle, leur capacité de résolution de problèmes, leur mémoire, parce que les artistes vont puiser dans leur mémoire des éléments qui vont leur permettre de créer. Et puis les artistes, ils ont un grand jugement critique, parce que quand ils ont créé, ils sont obligés de se mettre à la place du spectateur ou du lecteur et de se demander qu'est-ce que vont penser les gens de mon œuvre. Et donc, ils ont aussi de très bonnes capacités de jugement critique. Et donc, finalement, quand vous créez, vous activez quasiment la totalité de votre cerveau. Ce que vous disiez tout à l'heure, et on aime beaucoup cet artiste, ici également dans cette émission, Alain Souchon, qui a écrit toutes ses chansons en marchant. Parce qu'il a réfléchi en marchant, en cheminant. Il faut de l'attention, il faut faire attention, il ne faut pas se retrouver dans le cas de figure de Roland Barthes qui était en train de réfléchir à quelque chose, rue Claude Bernard, et un camion est arrivé et l'a renversé. C'était un camion belge. Aïe, 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 on est en 1980. On parle de l'attention avec le docteur Vladimir Mitz. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafale. Bonjour Vladimir. Bonjour chers amis. Il y a un chapitre fort intéressant sur l'attention dans le livre de Sylvie Chocron, où vous interrogez Jean-Frédéric Rossi, aiguilleur du ciel, et c'est un petit peu autour de ce chapitre sur l'attention non pas des aiguilleurs du ciel, mais des aiguilleurs de vos patients, du bistouri, voilà. Vous nous parlez de l'attention chez le chirurgien. Oui, j'ai trouvé absolument fascinant tout ce que vous nous avez raconté, et si je pouvais, j'aimerais vous faire entrer dans le cerveau du chirurgien. Avec plaisir. Le chirurgien, nous sommes des obsessionnels optimistes. Obsessionnels parce que ça prend un certain temps avant de maîtriser toute cette mécanique digitale, puisque ce que les gens voient quand on pense à un chirurgien, c'est qu'on ne voit pas le cerveau. On porte un calot, on est bien caché, on pense à ses mains qui vont bouger. Donc on pense que c'est un manuel. Et c'est vrai, on peut dire 95% de notre activité, c'est de maîtriser nos gestes et notre activité. Et nous sommes obsessionnels, pourquoi ? Parce qu'il faut faire des actes qui vont aider, sauver des gens dans le minimum de temps. Et donc, il y a un calcul qui est très complexe d'enchevêtrement des actions à mener pour être performant. Le chirurgien qui opère lentement, il est mal considéré par tout le monde. Alors, je dirais optimiste parce qu'on pense qu'on va bien faire. Et imaginez-vous qu'à un moment donné, on va opposer deux types de chirurgiens, ceux qui sont tellement concentrés que le moindre murmure dans la salle va les faire hurler « Taisez-vous ! Silence !» Et puis d'autres chirurgiens qui sont beaucoup plus décontractés, qui vont mettre de la musique, qui vont faire en sorte que ce soit une fête que d'opérer. Et comment est-ce que vous pourriez séparer en quelque sorte ces deux types de comportements ? Alors, c'est très intéressant ce que vous me demandez. La première chose, d'abord, je voudrais rebondir sur cet aspect manuel, parce que je voudrais rappeler aux gens que le contrôle du geste, c'est une tâche cérébrale. Et que donc, on a toujours l'impression, on oppose manuel et intellectuel, mais pour contrôler ces gestes fins, vraiment bien, il faut automatiser donc un certain nombre de procédures gestuelles, manuelles. Et ce travail-là, c'est le cerveau qui le fait. Les mains ne sont pas séparées du cerveau. Et c'est le cerveau qui va permettre d'avoir des habiletés manuelles très fines et d'acquérir la précision. Donc, je milite pour qu'on reconnaisse aux gens qui ont un travail manuel leur capacité cognitive, parce que sans cerveau, des mains ne seraient pas capables de faire ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais pas qu'il y a d'un côté des chirurgiens stressés et d'autres pas du tout qui peuvent supporter le bruit. On a décrit sur le plan intentionnel deux grands types de personnes. C'est la même chose pour les personnes qui vont travailler à la bibliothèque et celles qui peuvent travailler au café ou devant la télé. C'est pas qu'il y a des gens qui sont plus cool ou plus stressés, c'est que ceux qui vont travailler à la bibliothèque, le moindre bruit vient détourner leur attention. Et donc finalement, ils ont un niveau d'attention assez faible. Et s'il y avait un bruit,
finalement, ce petit bruit viendrait détourner leur capacité attentionnelle. Alors que les personnes qui travaillent dans le bruit ambiant, ce sont des personnes qui se mettent d'emblée dans une situation où il y a des distracteurs, des informations qui viennent les distraire, qu'il faut écarter. Et c'est finalement ce contrôle des distracteurs qui augmente leur niveau attentionnel. Et paradoxalement, ils font preuve de plus d'attention que ceux qui travaillent dans le silence. Et donc, ce serait finalement totalement absurde de vouloir forcer des gens qui sont mieux dans le silence à travailler dans le bruit et d'imposer aux gens qui travaillent dans le bruit de tout éteindre autour d'eux. Je pense aux ados qui travaillent avec la musique au café et de leur dire « mais non, mais travaille dans le silence, tu seras plus concentré ». S'ils étaient dans le silence, ils n'auraient pas assez d'attention parce qu'ils ont besoin de cette attention qui leur permet d'écarter les informations qui viennent les distraire. Donc il faut laisser ces deux types de personnalités travailler dans le milieu qui leur semble plus adapté à leur capacité attentionnelle. Message bien reçu. Et il y a un autre élément pour nous qui est assez singulier, c'est on pense que tout se passe toujours bien, on appelle ça la courbe d'apprentissage de notre métier, mais la réaction du chirurgien quand il y a une complication, elle est aussi assez stéréotypée. Donc là, c'est notre cerveau, c'est tous nos organes qui sont mis soudainement en alerte. Je donne un exemple. Pour refaire un nez, par exemple, on va prendre un cartilage au niveau d'une côte. Et il arrive malheureusement que dans certains cas, on perfore un organe qui s'appelle la plèvre, qui entoure le poumon. Et on crée ce qu'on appelle un pneumothorax. Cela crée une situation extrêmement urgente, parce que le patient ne peut plus respirer, l'anesthésiste panique, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Le chirurgien doit immédiatement prendre la mesure de cette opération, de cette complication, et réagir. Eh bien, la réaction, c'est pour l'anesthésiste de pomper de l'air pour faire regonfler le poumon et pour le chirurgien de faire une évacuation pour que l'air qui est entré par inadvertance autour du poumon et qui l'écrase puisse ressortir. Et dans cette situation, c'est au dixième de seconde qu'il faut que ça se passe. C'est pareil pour une hémorragie. Et donc, cette adaptation à l'accident et au risque, je pense que vous l'avez sûrement étudié dans d'autres professions. Les contrôleurs du ciel. Oui, et donc, pour nous, si vous voulez, c'est essentiel d'avoir cette réactivité immédiate. Mais je ne sais pas ce que nous mettons en jeu. Alors je vais vous expliquer, en fait. À chaque fois que vous êtes dans ce type de situation, vous devez absolument réagir de manière quasiment automatique, parce que vous n'avez pas le temps de penser. Et donc, du coup, c'est pour ça, d'ailleurs, que les chirurgiens, dans votre cas, qui ont de l'expérience, finalement, qu'est-ce que c'est que l'expérience ? C'est l'automatisation des procédures. Et donc, plus vous avez appris, quand vous avez surappris une tâche, vous avez acquis des automatismes qui font que même en situation de stress, même en situation d'urgence, votre cerveau est quasiment en pilotage automatique et il va mettre en œuvre les bons gestes sans quasiment que vous ayez à y penser, parce que penser, ça vous ferait perdre du temps. Et c'est pareil pour les aiguilleurs du ciel, et c'est pareil pour toutes les professions, et c'est pareil aussi pour les auditeurs qui nous écoutent lorsqu'ils sont en voiture. Finalement, qu'est-ce que fait un conducteur expérimenté ? S'il y a un obstacle devant lui, il va immédiatement s'écarter de l'obstacle. Il ne saura même pas ce qu'il a évité sur la route, mais il l'aura évité. Et ça, on a dans notre cerveau un circuit qui nous permet d'automatiser et la perception, c'est-à-dire que vous percevez la situation d'urgence, vous n'avez même pas besoin de l'analyser consciemment, votre cerveau sait exactement quelle réponse il faut y donner. Et plus vous avez appris, plus vous allez mettre en place des automatismes de réponse qui sont comme autant de schémas automatiques que votre cerveau vous propose pour résoudre un problème. Et finalement, l'expérience, c'est la quantité d'automatismes que vous avez acquis pour répondre à toutes ces situations d'urgence qui vont passer par des voies très rapides, qui ne passent pas par la conscience. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que le travail du cerveau ? C'est de vous permettre de vous adapter le plus vite possible et le mieux possible à toutes les situations. Et qu'est-ce que l'apprentissage ? C'est apprendre à mettre en œuvre des automatismes qui vont vous permettre de donner une réponse adaptée et rapide dans toutes les situations, même stressantes. Vladimir, vous êtes... Oui, dites. Il y a un maximum de stress pour certains de nos contemporains, de nos amis, qui partent faire de l'humanitaire dans les situations où il y a la guerre. Bien sûr. Et imaginez la position d'un chirurgien qui est en train d'opérer un patient sous anesthésie, il y a des bombes qui explosent. Qu'est-ce qu'il doit faire ?
comment réagir. Est-ce que cela a été étudié? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation terrible de stress? Dans le livre, j'ai un chapitre avec une reporter de guerre, Anne Poiret, qui justement me raconte ce qui se passe quand on est reporter de guerre, où elle va dans des pays qui sont en train de se relever d'un conflit majeur, donc dans des situations où c'est encore extrêmement dangereux. Et c'est justement dans ces situations qu'on a des processus qu'on appelle implicites, qui sont des processus dans le cerveau inconscient. C'est-à-dire que ça ne passe pas par votre conscience. Vous percevez inconsciemment quelque chose qui vous donne l'alerte et qui va finalement déclencher toute une série de réponses comportementales qui vont faire que soit vous allez continuer votre tâche, soit vous allez fuir parce que votre cerveau vous indique qu'il y a quelque chose d'extrêmement dangereux. Dans le cas de cette reporter de guerre, son cerveau détecte à son insu qu'un drapeau a été posé à un endroit où il ne devrait pas être là, et immédiatement, elle sait qu'elle doit s'enfuir parce qu'il y a une milice très dangereuse qui a pris le pouvoir dans la région dans laquelle elle est. Pour vous, nos collègues guerre, chirurgiens n'ont jamais fui. Quand l'opération était commencée, ils sont allés jusqu'au bout. Voilà, certains mais sont vous allez morts. jusqu'au bout. Voilà, mais vous allez jusqu'au bout parce qu'effectivement, finalement, vous n'allez pas abandonner le patient. Mais en même temps, votre cerveau met tout en place pour que vous arriviez à faire cette opération le plus vite et le mieux possible pour préserver le patient, mais vous préservez aussi. C'est tout ce calcul qui est fait en permanence. Donc, il ne faut jamais oublier que notre cerveau, à notre insu, il travaille en permanence pour nous permettre de nous adapter. Chose promise, chose due, Marcel Proust est avec nous parce que votre ouvrage, il répond en quelque sorte à Proust qui écrit « Je savais très bien que mon cerveau était un riche bassin minier où il y avait une étendue immense et fort diverse de gisements précieux, mais aurais-je le temps de les exploiter ?» Lui qui est mort à l'âge de 51 ans. Vous avez eu le temps, vous, de tout exploiter ou l'aventure commence? Mais non, l'aventure commence chaque jour. Chaque jour. Et ce qui est bien, c'est que chaque jour, ça, c'est une nouvelle aventure qui commence parce que vous savez comment ça se passe chez les chercheurs. Plus on en sait, moins on sait. Et donc, du coup, c'est une aventure permanente. Avec l'expérience, on en apprend quand même. On apprend des choses, mais finalement, plus on en apprend, plus on a de questions, parce que ça soulève de nouvelles questions. Je ne sais plus qui disait ça, c'était Michel Serrault. Plus je fais ce métier, plus j'ai le trac. C'était pas très... Bon, on l'a compris, en tout cas, en se baladant avec vous tout au long de cette émission. Votre ouvrage permet de voyager dans le cerveau de femmes et d'hommes uniques, absolument uniques. Voilà, des noms que nous ne connaissions pas, que vous avez rencontrés. Vous nous avez raconté l'histoire de cette rencontre à trois dans le train. Et en vous écoutant, vous et vos interlocuteurs, c'est notre propre cerveau à nous qui est unique. Je voudrais rappeler que ces 16 personnes, elles sont caractéristiques parce qu'elles m'ont permis d'aller explorer des domaines particuliers, mais chaque cerveau est unique et chaque cerveau mériterait qu'on s'y plonge complètement. Même on revient aux sportifs du début. Est-ce qu'on peut, puisque notre cerveau est unique, je reviens à la motivation, à la niaque, à l'envie, au désir, à la volonté, est-ce qu'on peut aiguiser, ce sera ma dernière question, le sens d'une motivation, est-ce qu'on peut quand même aller la travailler? Alors oui, donc moi je suis très optimiste, mais en même temps je suis quand même réaliste et je sais que l'être humain est un être persévérant. Si vraiment on ne mesure pas ce qu'est la persévérance des bébés pour apprendre à marcher et à parler, donc on est intrinsèquement persévérant. On oublie peut-être au cours de notre vie de cultiver cette persévérance, mais les enfants qui apprennent chaque jour des dizaines de mots, qui apprennent à comprendre le monde, qui apprennent à interagir, sont des êtres extrêmement persévérants. On est fait pour ça. Et donc, il ne faut pas l'oublier en cours de route et il faut s'autoriser à continuer à être persévérant. C'est entendu. Le message pour terminer. On va sortir, aller marcher, et puis je vous confie, chers auditeurs, chères auditrices, pour la semaine prochaine, un petit travail. Vous allez sortir de chez vous, après avoir écouté cette émission, et puis vous allez bien essayer d'apprendre par cœur ce que vous voulez, un petit texte, un petit poème, une fable de La Fontaine, un petit quelque chose, voilà. Serge Rafal, la scène Cyrano de Bergerac, la scène des non-merci, qu'on aime beaucoup. Non merci, voilà, il répond non merci.
Et voilà, comme ça on fait travailler un petit peu la mémoire et puis on avait compris que le sport et puis l'activité physique étaient indispensables au bon fonctionnement de notre cerveau unique. Merci Sylvie Chocron Merci à vous. d'être venue nous raconter Dans le cerveau. le cerveau de 3 petits points de suspension aux presses de la cité. Serge Rafal, merci. Vladimir Mitz, Serge Surpin à la réalisation. L'homme au chapeau, il a remis son chapeau. Bravo. À la semaine prochaine. Radio J. C'est bon pour la santé. Le MAG, Serge et Nicolas Rafal.